Et bonsoir et bienvenue à ce point de rencontre. Et tout le plaisir est avec nous pour savoir que vous êtes là pour scruter des horizons, j'espère meilleurs pour notre cher, beau et grand pays. Point de rencontre est votre émission qui est diffusée chaque mercredi, 22h30 et 12h30 le jeudi sur Antenna. Donne la parole aux acteurs, aux leaders, à ceux qui réfléchissent, à ceux qui ont quelque chose à dire, à ceux qui font le Congo. Aujourd'hui, le Congo, nous allons en parler avec un scientifique, un journaliste de terrain, et puis quelqu'un de bien, hein, quelqu'un de bien. Je le cite, le professeur José Adolphe Voto, professeur d'université. Professeur, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, Seka. Merci pour l'invitation. Meilleurs vœux pour cette année qui commence et nous sommes dans la mouvance. Ben voilà, on a le dernier jour de mois, on a encore la chance de se souhaiter meilleurs vœux. Je commence cette émission en vous ramenant un peu dans votre passé, parce que journaliste vous l'êtes toujours. Vous avez produit un magnifique documentaire sur les derniers tirailleurs, le dernier soldat qui a participé à la guerre mondiale, le sergent Moké, si Sergent Albert Kounyoukou. Voilà, autant pour moi. Et cette aventure, en très peu de mots, l'initiative, le déclic est venu d'où et pourquoi? Non, le déclic est venu de coups de chance, comme ça existe dans la ville. Dans la vie, il y a des rencontres comme ça. J'habite ma campagne et je fais le pied dans mon quartier. Et un vieux papa est en train de traverser avec une canne. Et un jeune homme dans le quartier commence à crier en lingala, mais c'est pas possible, c'est papa qui nous fait la guerre mondiale. Ces grands monsieur, voilà comment ils finissent. Et ça me tique. J'ai dit, mais tiens, mais ça c'est une histoire à raconter. Et plus tard, je vais remonter, finalement, je vais tomber sur d'abord deux anciens combattants à l'époque qui étaient gérés par le ministère des anciens combattants. Et puis, c'est alors qu'on a fait un premier film avec eux. Et puis, le premier est mort, le caporal Daniel Nyuki. Il est resté l'autre, le caporal Albert Kounyoukou. Et quand on a fait le premier film, dans les entretiens, il disait qu'il avait, le premier film c'est en 2018, qu'il avait 94 ans, non, 96 ans. Alors quand on arrive à 2022, ça m'a fait tic. J'ai dit, mais ce vieux doit avoir 100 ans maintenant. Je veux le voir et il confirme, oui, j'ai 100 ans. Je dis, alors, il est temps que vous sortiez de l'ombre. C'est alors que je l'ai sorti. J'ai organisé un méga anniversaire pour lui, en complicité avec le ministère de la Défense et l'ambassade de la Belgique. Et voilà comment, de fil à aiguille, l'ambassade en parle à sa hiérarchie en Belgique, qui a un ancien ici, congolais, qui a combattu pour la Belgique, et il mérite d'être décoré. Et on lui répond, non, mais ça, c'est pas vous. Ça, c'est le roi des Belges qui doit les décorer. Voilà comment une petite rencontre peut aller jusqu'à un événement d'ordre international. Un journaliste peut être à la base d'une révolution, pour dire. Beaucoup. En fait, le professeur Voto a fait déplacer le roi. Ouais, on peut le dire. Parce que en toute modestie. En toute modestie. Parce que quand le roi arrive à Kinshasa, en fait, c'était une visite protocolaire. Vous vous rappelez, quand il vient, dans son agenda, il n'y avait pas grand-chose. Il devait remettre un masque symbolique. À la République au Musée national, pour témoigner que la bonne foi de la Belgique de remettre nos œuvres d'art. Et il est allé acheter des pailles au beach. Vous vous rappelez, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de consistant. Rien de consistant. Et quand c'est tombé sur ça, il dit, mais alors j'appelle un ami de France 24 pour dire, vous savez, le roi de Belge vient ici pour décorer l'ancien combattant, le héros de mon film. Il dit, non, monsieur Voto, vous ne vous imaginez pas. Il y a tout un avion pour la presse, avec instruction de ne rater aucune image du caporal. Et donc, c'est le focus du voyage du roi à Kinshasa. Et là, à ce moment, vous ne mesurez même pas l'ampleur du documentaire que vous avez produit avec des moyens rudimentaires ici à Kinshasa. Non, non, mais l'affaire m'a échappé. Quand c'est à nous, ça devient une affaire d'État. Ça devient une affaire d'État, ça implique le président de la République, ça implique l'armée. Et ça, je ne l'ai jamais dit dans la presse. Anecdote, vous savez que je n'ai jamais été invité à cette manifestation. Comment? Je ne l'ai jamais dit. Et comment?
Eh ben, bon, tu sais comment ça fonctionne chez nous. Ça devient important. Et donc, lui, c'est un civil, ça l'a fait de l'armée. Et secret défense, quoi. Et tout ça, secret défense. Ben, c'est que j'ai été invité au Parlement belge Oui. en première. Avant cet événement, j'étais en première. Le Parlement a demandé de voir ce film avant. Et donc, j'étais au Parlement belge, on a projeté le film avant que le roi ne déplace ici. Ouais. Et il y a eu des retombées et pour le caporal, les deux caporaux, et pour le producteur du film. Malheureusement, non. Je commence par le producteur du film. Je dois reconnaître que le ministère de la Défense m'a aidé. Le ministre Kabanda m'a aidé. C'est lui qui m'a permis d'organiser l'anniversaire du caporal, qui était un grand événement. Les généraux étaient là, on a fait la projection du film. Mais ça, c'est la confrérie des hommes d'armes, quoi, donc, voilà. et du même général. Mais par rapport au film comme tel, il n'y a pas de retombée. Et pour le caporal? Pour le caporal, ça copie. Ça copie parce que tout ce que vous avez vu, cet apparat, parce que quand le roi se déplace, c'est des millions de dollars. Il y avait au moins 2 avions. On a mobilisé toutes les chaînes francophones en Belgique, en France, partout, étaient connectées sur Kinshasa. Donc, c'est des millions de dollars qui ont été investis dans cette manifestation. Des dizaines, des centaines de milliers de dollars côté congolais. Mais le caporal n'a rien eu. C'est pas possible, c'est pas possible. Comme je n'étais pas associé à l'organisation, il n'y avait personne pour plaider. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après la manifestation, je veux le voir parce que c'était devenu un ami pratiquement. Je veux le voir, je parle avec lui, comment ça s'est passé, tout ça. Il dit, ouais, c'est vrai, le roi est venu, il m'a décoré, sauf que je n'ai rien eu. Mais ça veut dire quoi, vous n'avez rien eu? Il me dit, non, je n'ai rien eu, peut-être ça viendra, mais en tout cas, je n'ai rien eu. Alors j'appelle l'ambassade de la Belgique. Je dis, mais, et puis, mais comment va le caporal? Je dis, il va bien, sauf qu'il me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre. Laquelle? Il me demande dans tout ce qu'il y a eu là. Il n'y a pas de retombées. Pour lui. Il dit qu'il n'a rien eu. Il dit, ah, mais non, monsieur Voto, désolé, vous savez, chez nous en Belgique, ce genre de distinction n'ont pas d'application financière, c'est honorifique, c'est tout. Ben... Tout ce que je fais, c'était pas seulement de le sortir de l'ombre pour raconter la belle histoire de la force publique, mais c'était aussi pour plaider afin qu'ils rentrent dans ses droits, parce qu'ils ont toujours réclamé leur prime de guerre. Vous connaissez le sort de tirailleurs sénégalais. C'est injuste que le Congolais ait vécu comme ça. Mais vous continuez la lutte ou ça s'est arrêté même à titre posthume, on ne peut pas obtenir des dividendes pour ces euros qui ont cours? On continue la lutte. Son deuxième film, parce que le film qu'il a projeté, c'est le premier. Son deuxième film, où non seulement il raconte son histoire, mais aussi ça implique beaucoup d'acteurs, notamment des officiels belges qui ont parlé, des scientifiques congolais, tout ça sur ce témoignage-là. Ce film-là, officiellement, n'est pas encore sorti. C'est dans le tiroir. C'est sorti en avant-première à Wallonie-Bruxelles, au mois de l'année passée. Mais j'attends la sortie d'un film, il faut l'organiser, tout ça. Mais je ne peux pas continuer à faire des films gratuitement. On s'associe à cette lutte et on s'associe à cette lutte et on va bousculer ceux qui ont la responsabilité de faire bouger les lignes. Professeur Voto, la République démocratique du Congo vit des moments sombres depuis 30 ans, c'est toujours sombre, mais maintenant, la douleur a monté d'un cran, Goma presque occupé. Au jour d'aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la situation en tant que scientifique? Il y a une possibilité, il y a une issue pour que Goma puisse être libéré par ses occupants indésirables. Goma, ça fait mal, ça fait très mal, nous le ressentons dans nos cœurs et dans nos peaux. Il n'y a pas eu autant d'humiliation pour nous qu'on puisse décapiter l'armée et prendre une grande ville comme Goma. C'est vraiment une humiliation que nous avons connue. 2 millions d'habitants. C'est une humiliation que nous avons connue. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, on n'a jamais été aussi proche de la solution de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand travail qui a été fait sur le plan diplomatique.
Aujourd'hui, Kagame, pour la première fois, ne porte plus de gants. La guerre de Goma, c'est la guerre entre le Rwanda et le Congo. Ce n'est pas le M23. Les troupes rwandaises sont entrées la journée, ils ont traversé la frontière la journée. Et Kagame n'y va plus par quatre chemins pour dire ses intentions. La façon dont le Kagame et le gouvernement rwandais se sont comportés par rapport, vous avez vu ce qui s'est passé à New York avec cette séance autour du Congo, la deuxième du Conseil de sécurité. En 3 jours. Voilà. Comment le délégué du Rwanda peut se lever comme ça et partir, donc se moquer de tout le monde. Et je crois que tout ça, cette attitude, vous avez suivi des échanges entre le président Kagame et le président Ramaphosa. Vous avez suivi les victimes, ce n'est pas seulement les Congolais. Comment Kagame peut comme ça attaquer les soldats des Nations Unies, les tuer. Et voilà, donc je crois qu'il a franchi la ligne et je crois qu'aujourd'hui, ça va se retourner contre lui. Et donc, ça va se retourner contre lui et il y aura des solutions durables. Moi, je crois. Autant que nous sommes sur plusieurs fronts, il y a l'armée, il y a les médias, mais surtout aujourd'hui, la diplomatie fait un travail formidable et il faut continuer à pousser. Et j'apprécie la position du président de la République qui a refusé de négocier avec le M23 parce que sinon, on irait à genoux. Et on a déjà négocié dans ce pays. Ce n'est pas la première fois qu'on négocie. Et donc, ça n'a pas donné de résultat. On ne peut pas continuer sur ce schéma-là. Je crois que autant que c'est atroce, c'est difficile, ça peut donner des résultats inattendus. Oui, restons sur le plan de la diplomatie qui font cette dimension qui fait appel à des conventions, à des rapports solennels. Est-ce qu'on peut encore compter sur des structures telles que les Nations Unies, Conseil de sécurité, je sais que je veux peut-être vous mettre mal à l'aise, Conseil de sécurité, qui voit ce qui se passe, qui a des rapports produits par ces experts, qui indexent carrément le Rwanda, mais qui continue à dire des chapelets de bonnes intentions, à dorloter le Rwanda. Et par rapport, si on voit la manière dont le dossier ukrainien et palestiniens sont traités, c'est comme si on était dans une logique de machines à plusieurs vitesses. Pourquoi continuer à faire confiance à un organe qui est incapable d'appliquer le 7e chapitre et qui voudrait que si quelqu'un n'écoute pas, on le force? Pourquoi ça ne se passe pas? Et ça fait 30 ans, professeur. Ce n'est pas qu'on fasse confiance. On sait que la scène internationale fonctionne comme telle. La scène internationale, c'est une jungle. Ça sourit au plus fort, au plus rusé. Donc, on ne fait pas confiance, mais on participe. Et on exprime notre opinion, notre point de vue là-dessus. On les prend à témoin. Ce n'est pas qu'on fasse confiance. Ça fait 30 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire confiance. Mais au moins, on constate qu'il y a des avancées. Si le Conseil de sécurité ne s'est pas clairement prononcé, mais il y a d'autres partenaires, je ne sais pas partenaires, en multilatéraux, qui développent un discours qu'ils n'ont pas développé hier. Je cite ici la Grande-Bretagne. C'est ce que la Grande-Bretagne dit aujourd'hui, il n'a pas dit hier. Je cite ici l'Allemagne. La Grande-Bretagne qui menace de couper l'aide au Rwanda, l'Allemagne qui a suspendu pratiquement son aide, les États-Unis dubitatif, mais qui condamnent déjà, ça ils ne l'ont jamais fait, qui condamnent déjà clairement le Rwanda. Donc je crois qu'il y a des avancées, mais je ne compte pas trop sur l'Occident. Je crois que la solution pourrait venir de l'Afrique. Et là, le Congo, avec sa dimension, vous savez, est dans plusieurs regroupements. Le Congo est autant à l'ouest, à l'est qu'au sud. Et donc, l'ouest ne se prononce pas trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a le Congo entre l'EAC et la SADC. Et donc, je crois que la solution viendra par là. La solution, elle peut être diplomatique, pacifique, mais elle peut être aussi militaire. Et donc, cette solution militaire, il ne faudrait pas peut-être que demain, que la grande guerre africaine commence par Goma. Mais qu'est-ce qui fait la force du Rwanda? Je fais un comparatif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il n'y a pas match sur papier, mais qu'est-ce qui fait que le Rwanda soit aussi résistant, aussi puissant face à la République démocratique du Congo? Je vais te remonter dans l'histoire. Ce qui fait la force du Rwanda. Le Congo, c'est un pays ici qui a fait l'objet
de la table ronde De Berlin? De Berlin, 1885, avec de grandes puissances comme Bismarck, l'Allemagne, la France, l'Autriche, les États-Unis, regardant ça de loin, parce que les États-Unis se disent qu'il n'est pas qu'un pays colonisateur, mais il était de loin en train de contrôler tout. Tous ces pays, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Ils ont été les premiers à reconnaître l'État indépendant du Congo. Et voilà l'histoire. Pourquoi? Alors, au fait de la conférence de Berlin, c'est la conférence du Congo. En réalité, c'est la conférence sur le Congo. C'est le partage de l'Afrique, en fait. Oui, on parle de l'Afrique, mais particulièrement le Congo. Pourquoi le Congo? Parce que c'est de grands enjeux. Parce que c'est 2 345 000 km, 410 km². C'est déjà presque ça. Parce que c'est des... Quand vous lisez la description que Stanley, qui a fabriqué ces pays, parle de son pays, mais c'est extraordinaire. Et il dit, c'est lui qui aura ces pays. Il aura toute l'économie mondiale. Déjà à l'époque, le siècle passé le disait. Alors, les puissants du monde, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Autriche, tout ça, tous les puissants de l'époque, ils se disent ces pays parce que Léopold II manipule pour créer un pays. C'est ça. En fait, le Congo, c'est sa construction, en fait. Ouais, c'était dans le statut d'une ONG. Hein? Ouais. C'est pas un pays, mais c'est comme une ONG scientifique, tout ça. Donc, il était très subtil. Alors, les grands se disent, d'abord, ils se regardent. Qui va prendre ce pays-là? Ah, ils font la paix des braves. Si la France passe, elle deviendra très puissante. Si l'Allemagne prend, alors, nous confions ce pays à un petit pays. Au plus faible. Au plus faible, qui n'a pas vocation de puissance. Mais en réalité, lorsqu'on donne ces pays d'abord à Léopold II et puis à la Belgique, l'idée c'est que c'est un pays qui ne peut pas utiliser les grandes potentialités du Congo pour devenir très puissant et combattre les autres. C'est ça l'idée. Donc on confie, le terme je le pèse, on confie ces pays à la Belgique, qui ne le mérite pas, mais c'est pas son sous le contrôle des autres. Sous le contrôle des autres. On signe des accords, ces accords existent, mais Léopold II, vous devez savoir que ces pays, on vous l'a confié, mais ce n'est pas à vous. Donc le pays doit être ouvert sur le plan économique à tout le monde. Zone de commerce international. Et vous voyez ce schéma-là, et l'histoire, vous savez, l'histoire est très ironique. On confie à un petit pays, mais sur ce petit pays s'élève un puissant roi sanguinaire qui commet un génocide. Ce n'est pas la première fois. Déjà à l'époque, Léopold II commet un génocide de plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. 10 millions. Plus de 10 millions de Congolais. C'est acté. On coupe les bras parce qu'on doit... Et comme toujours, c'est autour de l'habilité économique. Cette fois-là, c'était le caoutchouc. Avec l'essor de l'industrie automobile. Voilà, on est à la Première Guerre mondiale, il faut fournir aux industries le caoutchouc pour faire des pneus et faire la guerre. Et tout l'Occident se tourne vers Léopold II qui doit le fournir des caoutchoucs du Congo. On n'avait pas encore découvert le cuivre, le Katanga. Et donc, vous voyez ce schéma-là, les puissants du monde se regroupent, confient le pays à un petit pays sur lequel s'élève un dictateur qui cause un génocide. Ça se répète exactement aujourd'hui. Ma question demeure toujours, la force du Rwanda. J'en viens. Pour que vous compreniez ça, je commence par l'histoire pour que vous compreniez la force du Rwanda. Nous sommes au début des années 90, le même schéma va se reprendre. Et cette fois-là, c'est Clinton, bien sûr avec les autres puissants du monde. C'est Clinton qui estime qu'il faut exploiter le Congo comme à l'époque. Et il cherche quelqu'un qui doit s'en occuper. Vous savez comment Clinton appelle Museveni? Il appelle les Bismarck africains. Ce qui s'est passé en 1885. Clinton le ramène au début des années 70 et confie la mission à Museveni. Pour démembrer, pour redessiner la carte de l'Afrique centrale. Voilà. Si les Bismarck, c'est pour redessiner. Évidemment. Alors, en fait, tout ce qui s'est passé dans le Grand Lac, les maîtres, c'est Museveni. Kagame, c'est un produit de Museveni. C'est Museveni qui l'a fabriqué. Alors, le même schéma va se répéter. Donc, ce pays-là reste une jachère pour les puissances du monde. Ils vont trouver, à l'instar
de la Belgique, un petit pays, le Rwanda, sur lequel va monter un dictateur comme Léopold II, un sanguinaire, et qui va procéder à la même méthode. Voilà d'où vient la force du Rwanda. Donc c'est un nez sur les épaules d'un géant. C'est ça. Donc c'est un nez sur l'épaule des géants qui a un sous-traitant qui a une mission précise. Mais lorsqu'on confie ce pays, qu'on confie cette mission à Kagame, Kagame est un ancien réfugié qui n'a connu que l'exil. Il se rend compte qu'il y a un problème d'espace vital au Rwanda. Et donc, au-delà du schéma des enjeux économiques de l'Occident, il ajoute ces enjeux géopolitiques. Personnels. Pas personnels. Ce n'est pas pour lui, c'est pour le Rwanda. Oui, personnel par rapport au Rwanda. Au Rwanda, voilà. Il ajoute les schémas de pouvoir prendre des terres. Voilà d'où vient sa force. Donc, étant donné que c'est un sous-traitant pour l'économie des Occidentaux, il en profite pour régler ses problèmes. Voilà d'où vient sa force. Donc, il n'est pas... Kagame n'est pas aussi puissant, aussi sage, aussi subtil, aussi rusé que ça. Parce que l'histoire a fait qu'il puisse être petit pour mériter cette mission-là, comme la Belgique. Et les gens ferment les yeux. Mais la réalité aujourd'hui, toujours sur le plan diplomatique, il y a des voix qui se lèvent aujourd'hui pour condamner, condamner, citer nommément le Rwanda, alors que l'Union européenne, par exemple, venait de signer, il y a presque une année, un accord d'échange autour des matières critiques et stratégiques du Congo que le Rwanda ne produit pas. Et la France qui forme et donne des millions au Rwanda pour sa sécurité. Et les mêmes personnes, pensez-vous qu'il y a une forme de morale? Ces gens-là ont le droit de juger les Congolais parce qu'ils se sont fâchés, qu'ils se sont pris un peu à quelques ambassades ici. On nous demande d'être politiquement corrects. Eux ont le droit d'être des voyous. Il y a une fin à tout. On peut jouer l'hypocrisie. En fait, cette scène internationale, c'est une scène, je disais, d'hypocrisie. C'est une scène d'hypocrisie, de stratégie pour se retrouver. Regardez, pendant 30 ans pratiquement, l'Occident a confié cette mission à Mobutu. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que, d'abord, la fin de la guerre froide, et ça coïncide aussi avec l'arrivée des démocrates au pouvoir. Tout ça, mais surtout, les conditions de santé physique de Mobutu. Alors, ils n'ont plus besoin de lui, il est croulant. C'est ce qui arrive pour Kagame. 30 ans après, les Occidentaux se rendent compte que ce type-là, il est fini. Même si on continue avec lui, physiquement, il est fini. Donc, il faut d'autres paramètres maintenant. Il faut d'autres acteurs, il faut d'autres enjeux pour continuer cette mission-là. Donc, Kagame n'est plus l'homme des enjeux. Mais Kagame le tient en laisse parce que, à cause de cette affaire de génocide rwandais. Kagame, c'est la mauvaise conscience de la communauté internationale. Il a su exploiter cela. Est-ce que l'Occident pourra se défaire de Kagame avec cette responsabilité, avec cette charge? Moi, je ne crois pas à cette thèse-là. Je crois que le génocide... Mais la France... Non. La France est venue demander pardon à Kigali. Oui. Mais la France, les Occidentaux connaissent la vérité autour de l'histoire du génocide. Mais le génocide a commencé comment? Qu'est-ce qui a déclenché? Quelle est la flamme qui a mis le feu? Mais c'est la mort d'Abiyarimana. Mais qui a tué Abiyarimana? Mais les témoignages existent. Même des militaires, des officiers français qui ont témoigné que pour eux, c'est l'APR. Donc ils savent, mais tout ça c'est de l'hypocrisie. L'armée de Kagame. Voilà. Ils savent. Mais bon, comme on est dans un monde d'hypocrisie, on fait ça, mais je crois qu'il y a une fin à tout. Je crois que je peux affirmer aujourd'hui en tant que scientifique que Kagame c'est le début de la fin. Pourquoi il a été et semble continuer à être les chouchous des décideurs de l'Occident? Pourquoi Kagame, on lui fait tellement d'avantages on est complaisant avec lui? Mais pourquoi Mobutu était le chouchou de l'Occident hier? Américains, Français, Belges et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un rôle à jouer, il avait une mission. Et il s'est fait que ces 30 dernières années, cette mission-là, c'est Kagame. Ils ont choisi un Kagame, un pays faible, parce qu'on sait que jamais Kagame ne deviendra, le Rwanda deviendra un pays puissant. Donc il joue les sales jeux, il joue les mauvais rôles.
Parce qu'ils ont besoin de minéraux. Mais après, ils vont les lâcher. Après, ils vont les lâcher. 800 000 Rwandais tués dans des conditions déplorables que nous ne pouvons pas accepter. Et à côté, 12 millions de morts, mais qui ne semblent émouvoir personne. Ouais. Qui ne semblent émouvoir personne. Ces discours ne semblent pas toucher le cœur de ceux qui viennent s'incliner devant le mémorial des victimes de génocide rwandais. Je le dis vraiment avec toute peine que cela peut impliquer, quoi. C'est le cynisme au niveau de la communauté internationale. Je parlais de 1885. Il y a eu plus de 10 millions de morts. Mais vous savez pourquoi ça s'est arrêté? Parce que ça a été documenté. Encore une fois, vous parlez, c'est deux petits journalistes qui ont fait le Congo et qui ont fait des reportages et qui ont fait des témoignages et qui ont publié à l'époque des articles et des ouvrages et que ça a scandalisé le monde international, à commencer par les États-Unis. On dit mais c'est pas possible. Les mecs coupés ont été documentés, tout ça. Les gens ont dit mais Léopold II, on t'aime bien, on voudrait bien, mais ça c'est pas supportable. C'est ainsi que toujours dans cette logique où ils ne voulaient pas qu'une grande puissance puisse récupérer le Congo à l'époque. C'est la France qui devait récupérer le Congo parce qu'il y a des accords, des droits de préemption. Après le pôle, ça devait être la France. Voilà. Mais ils ont dit non, si on donne ça à la France, mais la France va nous combattre. Et donc aujourd'hui, tous ces minéraux, comme ils exploitent en Afrique du Nord, l'uranium, tout ça, ça serait pour les Français aujourd'hui. Ils ont préféré donner ça à un petit pays comme la Belgique. Autant aujourd'hui, avec Kagame, je crois qu'il nous revient à nous aussi, Congolais, de documenter nos morts. C'est macabre, c'est vrai. Mais vous savez que le génocide israélien, c'est pas tombé comme ça. Hein. Les Juifs ont documenté sur leur histoire. La Shoah. La Shoah. Ils ont écrit, ils ont plaidé jusqu'à ce que la communauté internationale reconnaisse. Parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont été tués. En matière de génocide, il y a beaucoup de génocides dans le monde. Arméniens. Mais quand les autres, quand vous-même, vous ne mettez pas les malheurs que vous avez connus à la place publique, en exergue. Ça passe. Mais voilà. Professeur, le chef de l'État a parlé avec détermination que pas de négociations, renforcement. On a vu Jean-Pierre Bemba faire ratisser dans le Nord pour... On peut espérer quoi? Du discours et des actes militaires d'aujourd'hui, on peut espérer aboutir à quoi? Est-ce que c'est la diplomatie qui va continuer à nous faire espérer, ou on peut nous dire aujourd'hui qu'on peut monter en puissance, on peut trouver des alliés, l'Afrique du Sud a donné le temps et les autres, qu'est-ce qui est permis d'espérer aujourd'hui? Non, la victoire viendra de partout. La victoire est systémique. Et la diplomatie, et la guerre, et la communication, et tout ce que, et l'économie. Mouzé l'a fait malheureusement, il a mal fait. Mouzé a fait venir des partenaires pour leur donner le minerai congolais et ils ont financé la guerre et ça a avancé. Donc, toutes ces hypothèses-là sont envisageables. Ce qui n'est pas envisageable, c'est... Capituler. Non, capituler, c'est... Ça, c'est même... on peut même pas penser. C'est négocier avec l'ennemi. Parce qu'on a négocié hier avec Hassan City, on a négocié avec le RCD, on a négocié avec le CNDP, aujourd'hui avec le M23. On négociait pourquoi? Pour que les caporaux rwandais deviennent des généraux à Kinshasa? Non, ça on l'a vécu et ça n'a jamais donné de résultats. Donc, ça, j'encourage le président de la République, il ne peut pas négocier. Il ne peut pas négocier. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un sursaut d'orgueil de la part des Congolais, même si l'ennemi est surarmé, mais il n'y a pas une arme aussi puissante que la population. Donc, moi, je crois que il faut aller sur tous les fronts, diplomatiques, militaires et tout ça. On n'a pas de choix. Kagame sollicite le cessez-le-feu. On termine avec le front médiatique. Qu'est-ce que la presse nationale peut apporter dans le sens de l'amélioration de situation de participation à cette guerre, parce qu'elle nous touche tous, elle nous touche nous tous, cette guerre de l'Est du
pays, est-ce que le journaliste a une quelconque responsabilité et à quel niveau? La guerre aujourd'hui, elle est même plus médiatique que sur le terrain. Il y a des villes qui tombent, c'est pas parce qu'il y a une manipulation. On dit que telle ville est tombée alors que l'ennemi n'est pas encore là. Et les Fusiller une gens, ville voilà, stratégique. et voilà. Et les gens ont peur, ils fuient, ils laissent la ville vide et l'ennemi vient entrer. Donc, nous devons, le ministre de la Communication, Patrick Moya, l'a dit, quand il a invité la presse, c'est d'abord notre pays. Avant d'être journaliste, c'est d'abord notre pays. Donc, avec le peu de moyens que nous avons, chacun peut déjà avoir un élan patriotique pour contribuer dans la bonne information. Mais l'information, ça a un prix, ça coûte. Et donc, je crois qu'il revient aux entreprises de médias, il revient au gouvernement d'organiser des entreprises de médias aussi pour que chacun, avec sa plume, avec son micro, puisse apporter quelque chose, non seulement pour sensibiliser les Congolais, mais surtout pour contrer l'ennemi, parce qu'il faut avouer que l'ennemi a une longueur d'avance par rapport à nous sur le plan médiatique, surtout en numérique. Et ça, je crois que le gouvernement congolais doit mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle une armée numérique. Et ça demande de moyens, ça demande de l'expertise. Et pas que du patriotisme. Pas que du patriotisme. Voilà. Professeur, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous vous savons très chargés. Mais merci pour l'amitié et la considération. Merci d'éclairer les Congolais, d'enseigner à travers cette émission. Ça a été le point de rencontre. Et je rappelle que vous êtes José Adolphe Voto, professeur d'université. Un tout dernier mot. C'est moi qui vous remercie. Je crois à ce pays, quelle que soit la souffrance. Il faut lire l'histoire du Congo et l'histoire du monde. Il y a des pays qui ont souffert, peut-être plus que nous, mais qui, au-delà de ça, se sont relevés. Si vous voyez des grands, aujourd'hui, les gens respectent la Chine. Vous ne savez pas combien de temps la Chine a été dominée par un petit pays comme le Japon. Mais la Chine, les Chinois se disaient, nous sommes grands, nous allons nous relever un jour. Et un jour, la Chine s'est relevée. Le Congo, c'est autant que de grands pays comme la Chine, le grand géant congolais va se relever parce que toute l'Afrique et le monde attend le retour du grand géant. C'est sur ce mot d'espoir que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Continuez à suivre Antenne A, la chaîne des références, et à très bientôt. Portez-vous bien.